Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de démarrer cette notif avec une petite expérience. Regardez bien ce mot, vibujore. Vibujore. Maintenant, gardez-le dans un petit coin de votre tête et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Alors attendez, de quoi je voulais vous parler déjà? Si, du jeu de la dame, la série sur Netflix que vous avez certainement dû voir. Je l'ai adoré. On suit le personnage principal Bess dans son évolution et on la voit mettre en place des techniques d'apprentissage, des stratégies de jeu, de mémorisation. J'ai trouvé ça captivant, donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, foncez. Et vous commencez à me connaître, donc je suis allée creuser un petit peu le sujet et j'ai appris des choses vraiment dingues que j'avais envie de partager avec vous. Allez, c'est parti! Les échecs, c'est un jeu de plateau qui oppose deux joueurs, et chaque joueur va jouer 16 pièces qui ont des mouvements différents. C'est ce qui fait que chaque partie est unique. Et j'ai appris un truc incroyable. Claude Shannon, qui était mathématicien, s'est amusé à estimer le nombre de parties d'échecs possibles. Et d'après ses calculs, il existerait 10 puissance 120 parties d'échecs possibles. Et juste pour que vous puissiez imaginer ce que ça représente, l'univers dans sa fraction visible est constitué de 10 puissance 80 atomes. Ça fait quand même pas mal d'options auxquelles il faut réfléchir. Et d'ailleurs, il paraît que les joueurs raisonneraient comme ils le feraient pour résoudre un problème de maths. Ils vont activer toute une chaîne de méthodologies pour analyser des données, élaborer des stratégies, pour mettre en place un plan d'action. À tous ceux qui pêchent en maths, si vous jouez aux échecs, vous pouvez développer vos compétences sans même y penser. C'est tout bénef, non? Et il a été démontré que jouer aux échecs aurait des bienfaits sur votre vie de tous les jours. Mettez-vous en condition. Vous êtes joueur d'échecs face à votre plateau de jeu. Maintenant, si vous voulez gagner, il va falloir que vous soyez très concentré et attentif. Très rapidement, il va falloir structurer votre jeu sur le plateau, prévoir le mouvement de vos pièces, anticiper le jeu de l'adversaire et mettre en place votre plan d'action. En fait, en un rien de temps, votre esprit d'analyse et de synthèse sera mis à rude épreuve. Et tout ça, ça va dépendre de votre entraînement et de vos expériences. C'est vraiment un sport de l'esprit. Quand on pense sport, on pense à l'apprentissage, aux entraînements, à l'endurance et même aux compétitions, qu'on voit très bien dans la série d'ailleurs. Et si on souhaite s'améliorer aux échecs, il va falloir déjà apprendre toutes les règles de base. Ensuite, il va falloir retenir toutes les stratégies qu'on a pu rencontrer au cours des différentes parties. Comme ça, on va pouvoir les réutiliser et mettre en place des automatismes. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que jouer aux échecs sollicite énormément notre mémoire. Mais comment fait notre cerveau pour faire tout ça? C'est vrai, où stocke-t-il toutes ces informations? Je pense pouvoir vous expliquer. Le cerveau, c'est une super machine. Il va enregistrer une tonne d'informations et lorsqu'on en a besoin, il va falloir qu'il aille les récupérer pour les utiliser. C'est ça la mémorisation et ce processus est encore complexe et mystérieux. Il implique différentes parties du cerveau à travers un réseau de pas moins de 86 milliards de neurones au total, ce qui n'est pas une mince affaire. Ces neurones, ils sont assemblés à travers un réseau et ils communiquent entre eux avec des signaux électriques et chimiques, un peu comme des ordinateurs interconnectés. Et les souvenirs, en fait, ce sont des groupes de neurones qui sont connectés entre eux. Ils sont stockés un petit peu partout dans le cerveau et il suffit qu'un neurone du circuit soit réactivé pour que le souvenir ressurgisse. Et regardez, il n'y a pas qu'une seule région qui est dédiée à la mémoire, mais plusieurs qui sont interconnectées entre elles et qui travaillent pour différents types de mémoire. À savoir le cortex préfrontal, l'amygdale, le lobe temporal, l'hippocampe et j'en passe. Maintenant, on va essayer de comprendre comment fait notre cerveau pour enregistrer toutes ces informations. Pour que ce soit plus simple, on va construire une petite histoire. Je suis dans la rue et de l'autre côté du trottoir, je vois la personne de mes rêves. Il me faut absolument son numéro de téléphone, il va falloir que je traverse. Je me lance et là je me fais klaxonner par une voiture. Mais bon, c'est pas grave, dans 2 secondes, je ne m'en souviendrai plus puisque ce sera ma mémoire immédiate qui aura été activée. Ça y est, j'y arrive et j'ai son numéro de téléphone, ce qui est incroyable. Et là, je n'ai plus de batterie et même pas un stylo pour le noter. Il va falloir que je fasse travailler ma mémoire à court terme. Je ne vais avoir qu'une trentaine de secondes pour enregistrer jusqu'à 9 éléments. Et ici, il y en a 6. 07, 26, 84, 85, bref. Je vais user de stratégie. Je vais demander à la personne de me répéter le numéro de téléphone et je vais même le réciter dans ma tête. Et je vais aller plus loin puisque je vais me dire, tiens, en fait le 26, ça correspond à mon jour de naissance. Et comme ça, je vais faire travailler ma mémoire de travail. Ça y est, j'arrive, je suis chez moi et j'ai enfin noté ce numéro de téléphone. Mais ce numéro de téléphone, j'ai envie de le connaître
par cœur, on sait jamais. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie de me souvenir de cette scène de vie qui était plutôt sympa. Donc il va falloir que je fasse travailler ma mémoire à long terme, qui elle est capable de stocker durablement et de manière illimitée. Et dans cette mémoire à long terme, il y en a plusieurs types, notamment la mémoire épisodique par exemple, qui concerne la scène de vie que je viens de vivre. Quant au prénom de la personne, ce sera la mémoire lexicale, celle des mots qui aura été sollicitée. Quant à son parfum, ce sera la mémoire perceptive. Tout ça pour vous dire que toutes ces informations relatives à cette scène de vie, il va falloir que mon cerveau les enregistre et les mémorise. Et ça se passe en 3 étapes. La première, c'est l'encodage de l'information, c'est-à-dire l'enregistrer au mieux pour la récupérer facilement plus tard. C'est la phase d'apprentissage, et elle est dépendante du bon fonctionnement de la mémoire à court terme et celle du travail. Donc si ça bloque à ce stade-là, il va falloir répéter l'information et recommencer en fait. Et tous les moyens sont bons. Le but est de faire des liens pour multiplier les voies d'accès à l'information de base. Ensuite, il faut stocker l'info, la ranger dans le cerveau. Et ce stockage va énormément dépendre de la qualité de l'encodage. C'est-à-dire que plus on fait attention aux informations qu'on nous donne, mieux elles seront rangées et stockées dans notre cerveau. Et enfin, il va falloir aller récupérer cette information quand on en aura besoin. Et c'est là que parfois que le trou de mémoire intervient. On doit faire appel aux indices, aux repères pris à l'encodage pour se souvenir du contexte d'apprentissage. Cette mémorisation laisse une trace dans notre cerveau. On l'appelle la trace mnésique. Et elle est d'autant plus tenace que le souvenir a été répété. Et oui, on peut en créer des nouvelles, mais aussi booster sa mémoire quand on veut. Tenez, ça nous est tous arrivé de partir de chez nous et d'arriver dans un endroit et de se demander « Oh, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé ?» Eh bien, j'ai une astuce pour vous. La prochaine fois, il suffira de prêter réellement attention à l'action de fermer la porte à clé. C'est-à-dire que vous allez bien regarder la clé rentrer dans la serrure et vous allez le dire à voix haute. Je ferme la porte à clé. Ce qui va vraiment créer un souvenir dans votre mémoire épisodique. Vous savez, celle qui avait été sollicitée lorsque vous avez rencontré cette personne dans la rue. Et comme ça, si vous vous posez la question en pleine journée, eh bien vous vous en souviendrez beaucoup plus facilement. Mais j'allais pas vous laisser partir comme ça. Est-ce que vous vous souvenez du mot que je vous ai demandé de retenir en début d'épisode? Vibujore. Eh bien, sans vous en rendre compte, je viens de vous aider à mémoriser les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, de la longueur d'ongle la plus petite à la plus grande. Et oui, V pour violet, I pour indigo, B pour bleu, U pour vert. Bon, ok, j'ai fait un petit tour de magie. J pour jaune, O pour orange et R pour rouge. Et j'avoue, j'ai utilisé quelques ruses pour que vous puissiez bien enregistrer ce mot. Ça s'appelle un moyen mnémotechnique, qui est l'art d'aider la mémoire. Et dites-moi, vous avez retenu quoi de tout ça? Bon, j'espère que j'ai bien boosté vos mémoires d'éléphant. N'hésitez pas à nous donner en commentaire vos meilleurs moyens mnémotechniques, ça nous fera super plaisir de vous lire. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette notif, vous pouvez la liker et la partager autant que vous voulez. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt!